Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette émission que vous connaissez très bien à présent et qui s'appelle Le Talk. Le Talk nous permet de recevoir une personnalité africaine et de faire avec cette personnalité le tour sur un certain nombre de questions. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir M. Venceslas Moussavou. Bonsoir. Bonsoir. M. Venceslas Moussavou est un jeune entraîneur africain et il nous fait l'honneur et le plaisir, comme je le disais, d'être sur notre plateau aujourd'hui. Et nous allons parler de sport et essentiellement de football. Alors merci encore d'être avec nous. Nous allons contribuer maintenant à vous présenter davantage au public. Vous avez été un joueur, un très bon joueur, un grand joueur, un joueur international en tout cas. Un joueur comme tous les autres. Un bon joueur. C'est pas moi qui pourrait le dire. Peut-être que des gens qui m'ont connu pourraient apporter cette affirmation, mais de moi-même, je ne pourrais pas dire que j'ai été un très bon joueur. Mais si vous avez joué en équipe nationale du Gabon, c'est que vous avez été un bon joueur. Je dirais, si on se base sur ces faits, oui. Mais vous savez, ne peut se déclarer bon joueur, aucune personne, aucun joueur ne peut dire par lui-même qu'il était bon joueur. Donc c'est les autres qui nous qualifient de bon ou de mauvais. Mais j'estime que j'ai été un joueur d'un bon niveau. Un niveau international. Voilà. Alors le niveau international, c'est quoi quand on parle d'un joueur international? Déjà, lorsqu'on parle d'un joueur international, dans le cadre de l'équipe nationale, c'était un joueur qui joue avec sa sélection et qui affronte d'autres sélections. Donc, ce qui veut dire que nous affrontons les meilleurs de chaque pays. Et c'est pourquoi on parle d'international. Donc, parce que cela implique des nations, et souvent des grandes nations du football, qui ces joueurs sont confrontés à des meilleurs d'autres pays et d'autres continents. Quelles sont les périodes pendant lesquelles vous avez joué au football? Moi, j'ai commencé très jeune au club de Delta FC. À quel âge? Pratiquement à 13-14 ans. 13-14 ans. Cela aussi prouve Et ça correspond à quelle période? C'est en 91. 91. Si je ne m'abuse. Ok. Dans quel club? Delta FC, qui appartenait à la Poste, donc qui est devenu Gabon Télécom. Et j'ai fait mes classes en cadet, junior. Et en junior, j'ai rejoint la première division. Donc, ce qui fait que je n'ai pas été en deuxième division. Ce qui a peut-être aussi été un manque pour moi parce qu'il aurait été mieux pour moi de pouvoir faire toutes les classes pour être plus aguerri et attaquer la première division mieux préparé. Il y avait quelque chose qui a manqué, le fait d'avoir sauté la deuxième division? Je pense que oui, c'était une formation qui n'a pas été, un cursus qui n'est pas allé jusqu'au bout et qui en junior a été stoppé pour directement aller vers le championnat d'élite. Et en 93, j'ai rejoint l'Union sportive Ombiliazami. Je commençais contre l'AS Sogara, qui était le club phare du championnat Gabon, le championnat gabonais à cette époque, qui, rappelons-le, a été vice-champion d'Afrique. Donc, vous voyez bien que pour le jeune homme que j'étais, jouer contre ces grands joueurs qui ont porté haut les couleurs du football gabonais, c'est fut un honneur pour moi. Et de 93 à 98, donc j'ai fait un bref passage à Ombilinga FC, donc le club de Shell. Et par la suite, j'ai été obligé de revenir en Ombiliazami parce qu'au niveau des deux équipes, il n'y avait pas eu accord. Et à cette époque, j'ai rejoint l'équipe A, donc en tant que jeune joueur qui rejoignait la sélection nationale. Et cela jusqu'en 2006. Donc j'ai souvent pas joué parce qu'il y avait meilleur que moi, ça il faut le reconnaître. En sélection. Lorsqu'on avait des garçons comme Ginzeng, François Amégas, c'était quand même des gros morceaux. Et moi personnellement, j'étais parti dans l'option qu'il fallait que j'apprenne. Donc pour moi, ça a été une aubaine d'apprendre auprès de ces monuments du football gabonais. Et cet apprentissage m'a permis de pouvoir un peu plus loin, aller en Europe et de pouvoir m'affermir et de m'aguerrir encore plus. Alors, vous avez cité juste deux noms de grands joueurs de l'époque. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres célébrités du monde du football que vous avez côtoyées et que vous avez admirées?
Bon, j'ai pas... Au Gabon. Au Gabon, j'ai côtoyé... Pourquoi pas en Afrique, ailleurs en Afrique? Au Gabon, j'ai côtoyé l'un des meilleurs, Zungema, qui est un ami d'enfance, donc avec qui j'ai fait mes classes à l'USM. J'ai aussi côtoyé Dieudonné Londo. Nous sortons tous pratiquement du même club, donc Ombédia Amis, qui était à cette époque un club, disons, formateur, bien que le mot formateur n'a pas toute sa place quand on parle de formation. Mais ce club nous a quand même aidés parce que, rappelons-le, que nous étions scolarisés. Donc, le matin, nous allions à l'école et l'après-midi, nous étions sur les terrains. Donc, ce qui fait qu'il y avait aussi, le club avait ce souci de pouvoir nous apporter cette connaissance au niveau des études qui permet à un homme, à un joueur de pouvoir tenir des discussions, pouvoir mieux s'exprimer. Et d'avoir des connaissances. D'avoir des connaissances, surtout des connaissances. Donc, je pense que l'action qu'avait ce club était plus intéressante. Non seulement c'est une action éducative et sportive, et ce club nous a aussi permis de nous développer parce que c'était à cette époque qu'on l'appelait l'école de la vie. Parce que c'est vrai qu'il y a la connaissance que nous apporte l'école, les études, mais aussi la connaissance que nous apporte la vie. Parce que la vie est aussi une école qui nous forme, qui nous formate et qui nous prépare aussi pour d'autres choses. Et C'était possible de faire les deux, école et sport? C'était à l'époque, dur. Très souvent, c'était difficile. C'était l'un au détriment de l'autre. Voilà. Parce que vous voyez bien que vous êtes dans une situation où vous êtes très jeune et vous devez subir des entraînements physiques d'un niveau assez élevé. Et rentrer chez vous pratiquement à 21h, vous n'avez une seule chose dans la tête, c'est manger et dormir pour essayer de repartir le lendemain à l'école. Et pas trop facile, pourquoi? Parce que les week-ends, nous avions match, ce qui voulait dire que les vendredis, lorsque nous jouions à l'intérieur du pays, il n'était pas évident que nous puissions assister au cours du jeudi et jusqu'au samedi. Donc, il y avait un manque au niveau scolaire, ce qui faisait que nous étions amputés de quelques cours. Et difficile aussi parce que dans ce cursus scolaire, parfois nous venions en classe et trouvions les autres avaient énormément avancé sur certains chapitres. Et quand on ajoute à cela, et lorsqu'on va en équipe nationale un peu en équipe des jeunes, très jeunes, et qu'on est scolarisé, la difficulté se voit au fur et à mesure qu'on franchit les paliers en sélection nationale. Et à un moment, il faut faire un choix. Éventuellement, à un moment, il faut faire un choix. C'est vrai que ce n'est pas un choix facile parce que... Il y a les parents qui sont derrière, qui exigent que vous alliez à l'école et vous, il y a votre passion. Voilà. Et souvent, on est dominé par la passion. Et aussi, souvent, cette passion, plus tard, nous regrettons. Nous regrettons parce que nous nous rendons compte que les études sont très importantes. Très importantes au fur et à mesure que nous évoluons, que nous rencontrons des gens. Il y a un certain sentiment d'amertume qui se crée et un sentiment qui nous pousse à nous dire que nous aurions dû continuer ces études qui auraient fait de nous des hommes possédant plus de connaissances que ceux que nous avons. Vous avez beaucoup de regrets? Oui, je dirais. Vous allez jusqu'en quelle classe? Première. Jusqu'en classe de première. Voilà. Ouais. Et bon, pour être franc, c'est pas pour être franc, parce que comme vous avez dit, le choix, il fallait faire un choix, parce que lorsque vous allez jouer contre l'Afrique du Sud et que vous revenez pour enchaîner un match de championnat le mercredi à Port-Gentil, c'est pratiquement une semaine d'études que des fois même plus. Voilà, des fois plus, parce que il nous est arrivé d'aller durant des semaines durant en mise au vert, en Casamance avec l'équipe nationale. Donc vous voyez très bien que à ce moment, soit vous choisissez d'être la risée de la classe, ou vous choisissez d'être le copieur du camarade à côté, et qui lui se fera un plaisir de dire à tout le monde que ce joueur-là, c'est moi qui suis son... mais vous gagnez quelque chose, vous gagnez en notoriété, vous êtes connu dans le pays, dans la ville. Oui, lorsqu'on est jeune, c'est vrai que cette notoriété,
est parfois aveuglante parce que la notoriété amène une certaine gloire, une certaine reconnaissance, mais aussi cela n'empêche pas que au niveau scolaire les gens puissent dire ce qu'ils veulent parce que nous n'allons pas empêcher les gens de vivre, de dire ce qu'ils pensent et c'est leur droit et moi j'estime que c'est leur droit de pouvoir dire ce qu'ils pensent. Et lorsque on a cette notoriété, c'est vrai que ça attire la rancœur et la jalousie de certaines personnes qui se font un malin plaisir de souvent dire des ragots sur vous, parfois qui sont pas faux mais qui sont vrais, parce que lorsque vous rentrez d'une compétition, souvent vous atterrissez, la première chose que vous voulez faire c'est d'aller à l'école et avec cette fatigue vous dormez, il vous arrive de dormir en classe. Donc c'est des choses qui sont parfois difficiles à gérer et qui font aussi plaisir parce que d'un côté, on a ce plaisir que procure cette notoriété de joueur, de quelqu'un qui sort dans le journal, qui sort à l'Union, qui joue au football. On voit à la télé. On voit à la télé. Bon, de temps à autre, ça dépend du niveau de quel joueur vous êtes. Il y a ceux qu'on voit à la télé brièvement, il y a ceux qu'on voit à la télé dont on parle énormément. Donc et quelle a été la réaction des parents? La réaction des parents a été quand même, c'était un sentiment de déception, de regret aussi, parce que lorsque un père investit pour que son enfant aille à l'école, il aimerait que cet enfant puisse apporter les résultats. Tous les pères voient leurs garçons ingénieurs, médecins, etc. Voilà. Mais aujourd'hui, il est prouvé, il est démontré qu'on gagne sa vie avec le football et on gagne même des fois beaucoup d'argent avec le football. Ça, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est prouvé qu'on gagne beaucoup d'argent avec le football. Et on peut rattraper tout ce qu'on a perdu quand on était jeune. Oui, c'est vrai, mais... si on a le temps, bien sûr, si on a la volonté. Voilà, parce que ce qui se fait souvent défaut et ce qui a fait défaut dans le passé, c'est pourquoi j'encourage les parents qui ont des enfants qui ont du talent à les accompagner, à investir sur ces enfants tout en insistant sur le côté éducatif parce que les études, je le rappelle, sont quelque chose de très important. Donc, c'est vrai que nous, à notre époque, les parents ne s'intéressaient pas trop à cela. L'information n'était pas dans les maisons de tout le monde comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a Canal, on a Facebook, les grandes chaînes de télévision, les médias, les réseaux sociaux qui véhiculent ces messages. Mais à cette époque, il était difficile d'aller dire à un père qui avait son enfant en troisième, qui étudiait bien, lui dire d'investir dans cet enfant parce qu'il lui rapporterait des millions. Je pense qu'on vous aurait traité de tout et de n'importe quoi. Mais aujourd'hui, ces jeunes ont de la chance de pouvoir réaliser leurs rêves. Et quand vous voyez la proportion des personnes qui sont allées en Europe à cette époque dont je fais allusion, et aujourd'hui, il y a plus de personnes, quand on parle des années 2000, 2005, il y a plus de monde, plus de jeunes qui ont eu de la chance d'aller monnayer leur talent ailleurs que nous à notre époque. Ok. Alors, il faut dire que finalement, vous êtes allé en Europe. Vous êtes allé en Europe à quel âge? Et vous avez joué, vous avez continué de jouer au football là-bas. Vous avez fait une carrière de semi-professionnel. C'est quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, moi, je suis arrivé en Europe déjà en CFA2 à Porto Vecchio parce que j'en avais marre d'une situation que je vivais en Tunisie. Ah, vous avez transité par la Tunisie. J'ai transité par la Tunisie. Donc, j'en avais marre de cette situation où il fallait jouer sans pourtant toucher des salaires. Et je vous rappelle que c'est pas pour faire la mauvaise publicité. Aujourd'hui, les choses ont changé. À cette époque, il était impossible, quasiment impossible à un joueur étranger de transférer de l'argent ou d'envoyer de l'argent par Western Union. Donc vous voyez bien que la difficulté fut énorme et grande et surtout lorsque vous faisiez 3 mois sans salaire, c'était quand même quelque chose de mentalement qui vous abattait. Et donc lorsque l'occasion m'a été présentée d'aller en France par le biais de Porto Vecchio, donc en Corse, j'ai immédiatement saisi l'occasion. Et c'est comme ça que je suis arrivé en France. Et après Porto Vecchio, j'ai joué à l'Étoile sportive fréjussienne, donc en CFA 1.
Et après... CFA 1, c'est quoi C'est en fait, c'est juste après la nationale... à l'époque, c'était la nationale. Donc, c'est le championnat de France amateur 1. Parce qu'on avait le championnat de France amateur 2. Et la CFA 1, c'est le championnat de France amateur 1. Donc, pratiquement, c'est du semi-professionnalisme parce qu'il y a des joueurs qui ne font que du football, à des exceptions près. Et des clubs de CFA payent des joueurs pour uniquement jouer au football et rien d'autre. Je ne voulais pas demander, mais à quel poste vous jouiez? J'ai joué arrière central. Arrière central. Et parfois, je pouvais bricoler un peu en milieu de terrain, en demi-défensif, en demi. Donc, je vois, vous avez un bon gabarit. C'est important d'avoir un bon gabarit, un grand gabarit en position d'arrière central? Je dirais oui et non. Parce que souvent, aujourd'hui, le football ayant évolué, il est préférable, un arrière central, d'avoir aussi de la technique, de l'intelligence. Parce qu'à l'époque, on cherchait un certain gabarit pour assurer les arrières. Mais je pense que lorsque nous regardons le football actuel, nous n'avons pas dans toutes les équipes des défenseurs d'1m90, grand gabarit. Vous, ça fait 1m combien? 1m85. 1m85, voilà. Ok. Mais j'avoue que j'avais un grand gabarit qui, à l'époque, servait parce que c'était des défenseurs grands qui faisaient un peu peur aux attaquants, mais qui aussi avaient un peu de la technique, plus physique, parce que on palliait notre manque de technique par cette présence physique. Ouais. Et on y ajoutait à cela l'intelligence. Donc, ce qui faisait en sorte qu'on pouvait éventuellement répondre présent dans certaines conditions selon les matchs à ce que nous demandaient les entraîneurs. Et vous avez joué jusqu'à quel âge ou jusqu'à quelle période en semi-professionnel? Je dirais que j'ai joué jusqu'à 32 ans. Parce que j'ai pas eu la chance d'aller en France très jeune. Donc, c'est lorsque je suis arrivé, j'ai été confronté à certaines difficultés parce que j'avais un visa C, déjà. Qui veut dire? Visa C, en fait, c'est un visa touristique qui ne vous permet pas de travailler en France. Donc, le club était obligé, pas obligé, parce que bon, j'avais le niveau, ils avaient estimé que je valais la peine de payer tous les 3 mois des billets d'avion pour que je puisse venir sortir et rentrer. Et la situation s'est améliorée parce que les dirigeants ont fait des gros efforts, et je tiens aussi à être reconnaissant envers ces dirigeants, ont fait des gros efforts pour que je puisse éventuellement être en situation régularisée et pouvoir travailler normalement en France. Mais je n'étais pas en situation irrégulière. Okay. Donc c'était un changement de statut qui m'a permis de pouvoir avoir un statut de travailleur et éventuellement de pouvoir faire autre chose. Et à quel moment vous décidez de devenir entraîneur de football? C'est au Sporting Toulon-Var, donc en 2008, parce que je suis resté jusqu'en 2011 au Sporting Toulon-Var. Donc c'est mon entraîneur, Dragan Svetkovic, à cette époque, qui me fait comprendre qu'il serait important de pouvoir passer des diplômes. J'étais pas très chaud parce que j'avais été dans le foot, c'était des heures entières sur les terrains, il n'y avait pas une vie de famille, des voyages en finir, des heures de route. Donc j'ai suivi son conseil et j'ai passé l'initiateur 1, initiateur 2, et arrivé à l'animateur senior, je voulais arrêter parce que ça commençait à être lourd. Et c'est au cours d'une séance, donc au cours de cette formation, vu que chaque intervenant devait présenter une séance d'entraînement, devait diriger une séance d'entraînement et animer la séance. Donc c'est au cours de cette séance qu'un formateur va, après avoir dirigé la séance, va se diriger vers moi en me disant: il serait dommage que tu ne deviennes pas entraîneur. Parce que lors de ton intervention, il y a eu la voix, il y a eu cette tenue, cette autorité, cette présence où tu as su faire respecter ce que tu voulais et demander aux joueurs de respecter le thème de la séance. C'est à partir de cet instant que je commençais à cogiter, à réfléchir et à me dire mais pourquoi pas. Donc c'est à partir de là que je décide de continuer mon cursus de formation qui est quand même assez long. On en parle beaucoup, mais quel est le rôle d'un entraîneur? Dans certains, on va dire que l'entraîneur revêt plusieurs rôles. Il y a celui qui prépare les matchs, qui encourage, ça c'est l'aspect club. Mais en tant
entraîneur, c'est d'abord un technicien. C'est un bricoleur, un chercheur. C'est quelqu'un qui transmet des valeurs, quelqu'un qui transmet aussi des connaissances. Alors, lesquelles valeurs d'abord déjà? Déjà, respect, de discipline, de respect de l'adversaire, parce qu'il est aussi important de pouvoir, lorsqu'on est entraîneur, c'est d'abord être un exemple. Et on ne peut pas demander aux joueurs de faire des choses que vous-même, vous ne respectez pas. Et en football, le respect est quelque chose de très important. Le respect du dirigeant, parce que sans un dirigeant, c'est un tout. Les dirigeants font partie de ce tout, les entraîneurs comme les joueurs. Le respect du matériel, le respect du cadre, de l'environnement, c'est aussi important. Le respect des supporters, parce que c'est des gens qui aiment et qui sont parfois, qui sont là pour, qui admirent aussi, mais qui apportent à leur manière ce qu'ils peuvent apporter. Okay. C'est quelqu'un qui sait fédérer autour de lui, parce que moi je comparerais cela à un mécanicien. Nous sommes dans un atelier de mécanique où on vous amène une voiture avec des pièces qui sont démontées et on vous dit il faut que vous puissiez monter cette voiture et mettre les pièces à la place qu'il faut. Vous voyez bien le travail que cela prend. Quelles sont les principales connaissances que l'entraîneur transmet à ses joueurs? Mais déjà, il y a l'aspect tactique. Donc, l'entraîneur est celui qui va inculquer cette culture tactique à ses joueurs, qui va aussi apporter un travail qui permettra, selon les niveaux, on parlera du perfectionnement technique ou améliorer la technique de certains joueurs. Il va apporter, donc quand on parlera d'encourager, former le mental du joueur, c'est quelqu'un aussi qui va apporter, selon les niveaux, j'insiste sur ça parce qu'il y a des équipes qui n'ont pas de préparateur physique, apporter cette capacité physique par le biais du préparateur physique qui permettra à son équipe ou à son joueur de pouvoir franchir un palier au-dessus. Quand vous étiez joueur de football, vous aviez prévu quelque chose pour vous, on a vu un peu comment vous avez évolué, et maintenant que vous êtes entraîneur, quel est le parcours que vous voulez suivre, le profil de carrière que vous voulez avoir? Ben, vous savez, bon, on s'inspire de certains entraîneurs, mais je pense qu'on est mieux servi que par soi-même. Les autres nous servent d'exemple. Mais moi, mon parcours, je l'ai tracé sur le fait qu'il y a d'abord la formation, qui est très importante. Et puis, dans cette formation, il y a des petits clins d'œil qui me sont faits par le club de M. Asselom Biazami, où je viens personnellement juger mon niveau, voire mettre en pratique les connaissances que j'ai apprises, et aussi dire que mettre en place ma philosophie de travail. Parce que lorsqu'on est entraîneur, on a une philosophie de travail, on a une méthode de travail. Et puis... la vôtre, c'est laquelle? Moi, je suis partisan du beau jeu. J'aime le beau football. Et donc, j'ai une philosophie qui tend plus vers le beau jeu. Et on sait très bien que lorsqu'on a ce genre de philosophie, il faut faire des recherches, allier certaines méthodes des grands entraîneurs et la comparer avec la mienne, sachant très bien que je ne suis pas encore à ce niveau, et à partir de là, trouver ce qui est bon pour moi. Quel est l'entraîneur aujourd'hui auquel vous voulez ressembler? Je dirais Pep Guardiola. Parce que c'est quelqu'un qui propose du beau jeu, c'est quelqu'un qui aime le beau jeu. Et je pense que en regardant et en lisant ce qu'il fait, je commence à comprendre que c'est comme lorsqu'on est dans un théâtre où des acteurs, quand ils préparent un film, ils donnent le meilleur d'eux, ils se préparent, et lorsqu'ils jouent pour des acteurs de théâtre, ils donnent un plaisir énorme aux spectateurs parce qu'ils voient un produit fini. Et Pep Guardiola, c'est quelqu'un... Eux-mêmes, ils se font plaisir. Eux-mêmes, ils se font plaisir. Ouais. Donc, et parce que vous entendrez rarement des joueurs qui se plaindront de ce genre d'entraîneur. C'est vrai qu'on peut être entraîneur et avoir un contenu, mais il faut qu'au préalable, le contenu plaise aux joueurs, parce que c'est là l'importance. On propose quelque chose qui
plaît aux joueurs, qui plaît aux joueurs. Et lorsque la chose plaît aux joueurs, ça donne quelque chose de merveilleux. Et lorsque vous regardez Manchester City jouer, ou dans toutes les équipes où il a été, vous voyez très bien qu'il y a mis de sa touche. Et moi, en tant qu'entraîneur, je pars de ce principe, venir avec ma touche, perfectionner ce qui a perfectionné, et mettre une certaine organisation autour de mon plan de carrière. Bon, mon plan de carrière, comme vous l'avez demandé, il est parti sur 20 ans. Donc, vu que ma formation prend beaucoup de temps, donc je suis parti sur 20 ans en me disant, dans les 3 ans qui suivront, quel que soit le niveau du championnat gabonais, il faut que je sois parmi vous ayez une équipe voilà, à votre disposition. À ma disposition. Ouais. Et que par rapport à ce que moi j'ai appris, par rapport à ma philosophie, ma méthode d'entraîner, je puisse dire aux gens qu'il est possible de pouvoir produire du beau football avec des joueurs moyens. Alors, on va sauter des étapes. Et puis, comment est-ce que vous voyez, par exemple, sélectionneur des Panthères du Gabon? C'est prévu aussi dans votre oui, c'est prévu. Profil? C'est prévu parce que, vous savez, lorsqu'on est joueur et qu'on est en sélection, c'est des choses qui sont magnifiques à vivre. Mais lorsqu'on se forme en tant qu'entraîneur, l'ambition veut qu'on puisse se fixer des objectifs. Lorsqu'on parle de sélectionneur, c'est pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en étant ami de tel ou de tel, c'est d'abord faire ses preuves, s'organiser, se préparer et saisir les opportunités qui vous sont données. On ne peut pas dire qu'on va devenir sélectionneur quelqu'un au plan national qui n'a pas fait ses preuves, au plan continental aussi qui n'a rien prouvé, et puis du jour au lendemain, il est nommé sélectionneur national. C'est quand même une insulte à la profession et à ceux qui représentent la sélection d'un pays. Donc vous avez décidé de vous battre, de travailler dur et de partir d'entraîneur à sélectionneur. Pourquoi pas? Et oui. ça, c'est possible. C'est possible. Alors, question, pourquoi, selon vous, y a-t-il aussi peu d'entraîneurs africains, de sélectionneurs africains à la tête des équipes nationales africaines? Vous savez, aujourd'hui, le football... Quel sentiment, même d'abord, vous avez quand vous regardez, par exemple, la CAN, très peu de sélectionneurs sont sur la ligne de touche ou sur le banc de touche. Mais moi, je pense que... Pardon, ces fédérations ont leur raison. Mais lorsque vous regardez le cursus de formation de tous ces entraîneurs européens, pour certains, ils ont le brevet d'entraîneur de football professionnel. Donc déjà au niveau de la connaissance, nous, entraîneurs africains, nous ne faisons pas le poids. Cela ne veut pas dire que nous sommes mauvais. Mais le football ayant énormément... Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas d'entraîneur d'Africains qui aient ces diplômes-là? Je pense pas. Je pense pas que... Déjà, regardez vous-même au niveau de la France, hein, combien d'entraîneurs africains ayant joué, d'origine africaine, ayant joué au haut niveau, ont ces diplômes. Quasiment pas grand monde, à part Patrick Vieira, Jean-Madou Tigana, Camboiré, si je ne m'abuse. Mais vous constaterez que la plupart, comme je dis, d'entraîneurs qui viennent ici, c'est des gens qui non seulement ont fait leurs preuves, parce que ça, il faut aussi le dire, c'est des gens qui ont tenu aussi des grandes équipes dans leur pays, des gens aussi qui ont été des grands joueurs et qui se sont formés. Donc, il faut que les Africains apprennent à se former. Il faut que nous apprenions à nous former. Aujourd'hui... donc, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas s'il en existe, je ne sais pas combien, ou s'il en existe, il serait très dommage et assez décevant de pouvoir n'est pas éventuellement, comme on voit le cas avec Aliou Cissé. Justement, qu'est-ce que vous pensez de lui? Mais moi, je pense que déjà, je lui dis bravo, parce que vous savez très bien que lorsque un entraîneur originaire du pays prend une sélection, il n'a pas les mêmes moyens qu'on donne à l'Européen, il n'a pas les mêmes conditions, et parfois, au niveau des joueurs, c'est pas le respect qu'il devrait avoir s'il avait été européen, n'est pas le même. Et dire que lorsque nous rentrons dans tout ce contexte qui est autour de lui, et voir ce qu'il a fait, moi, il m'inspire, et ça, je dis bravo, je tire chapeau. Et lorsque nous regardons la Coupe du Monde, il était pratiquement le seul entraîneur d'origine africaine. Il y avait aussi du côté de, si je me trompe, la Tunisie. La Tunisie, ouais. Voilà. Mais lorsque nous parlons du Sénégal, le Sénégal n'a pas démérité dans cette Coupe du Monde. Vous savez bien comme moi qu'il a été éliminé
par ce règlement que la FIFA applique sur les cartons jaunes, ce qui est dommage. Donc, vous vous rappelez, cette situation, le Cameroun l'a connue en 1982, où elle a été éliminée alors qu'elle n'avait pas perdu de match, si je ne me trompe. Et moi, je pense que ce genre d'initiative, ce genre de parcours doit être à féliciter. Et c'est quand même dommage que des voix s'élèvent pour dire qu'il est médiocre. Alors, est-ce que les Africains n'ont pas un problème? On n'investit pas dans la formation, on n'investit pas dans un certain nombre de choses, et puis on veut des résultats. Je prends déjà le cas du football gabonais. Moi, je ne suis pas un politicien, et je ne suis pas là pour parler mal de qui que ce soit, parce que ce n'est pas mon boulot, mon travail. Mais quand même, vous estimez, lorsque vous partez d'une certaine période. Le championnat gabonais a pratiquement été l'un des championnats ayant le plus gros budget. Mais dans ce championnat, où l'État a mis d'énormes moyens, vous pouvez vous montrer un club qui a construit une structure de formation. Certains n'ont même pas de siège. C'est pas, je ne vais pas parler, je ne pointe pas du doigt sur... non, mais il est important de rappeler quand même que lorsque nous parlons de formation sans structure, je dis bravo à ces personnes, je ne sais pas comment elles font, mais quand même bravo, parce que lorsque le blanc parle de formation, il y a un cahier de charge qu'il doit respecter, il y a des normes qui doivent respecter, il y a des structures qui sont en place, il y a des éducateurs formés pour que la structure puisse vivre, et il y a des dirigeants qui suivent aussi des formations, parce que la Fédération française ne forme pas seulement des entraîneurs et des éducateurs, elle forme aussi des dirigeants. Alors, ça fait quand même assez bizarre en Afrique. C'est vrai, on a des joueurs, des professionnels, on a des entraîneurs qui sont des professionnels, puis on a des dirigeants qui sont des amateurs. Mais le contraste, il est là. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, nos dirigeants, sans leur jeter la pierre, c'est pas le but, doivent comprendre que le football de 60, 70, 80, 90 et 2000, c'est plus le même football. Les gens ne travaillent plus de la même manière. Parce que le football aujourd'hui a des exigences. Et ces exigences doivent être traitées par des gens qui connaissent le domaine d'activité dans lequel ils sont. Et ce qui est pour les entraîneurs et aussi pour les dirigeants, qui doivent, à un moment donné de leur carrière, faire des recyclages, se former, puisque les moyens, ils en ont. Donc je pense que cela contribuera aussi à faire avancer les choses dans le bon sens. Ok. Alors, tout cela mis ensemble fait qu'on a les résultats qu'on a, par exemple, au niveau des équipes africaines au dernier mondial en Russie. Et ça a choqué beaucoup de personnes, mais beaucoup d'autres n'ont pas été surprises parce que, eh bien, on ne gagne pas comme ça. Eh bien, pour gagner, il faut mettre en place un certain nombre de structures. Je vais vous faire revivre, eh bien, ce que nous avons tous vécu, c'est-à-dire l'élimination des 5 équipes africaines à Russie 2018. J'en suis sûr, vous en avez été fortement déçus. Oui, parce que nous avions été habitués au moins à avoir une équipe africaine passer le premier tour. Mais je pense qu'il y a encore du travail à faire et que rien n'est perdu. Donc, comme a dit votre collègue, cette expérience servira pour les années à venir. Donc, ce sont les différentes carences qu'on a qui font qu'on ne peut pas avancer en matière de football et avoir de très bons résultats. Oui, c'est... Le problème d'organisation, hein, général. Oui, le problème d'organisation est quand même fait défaut dans nos sélections et dans nos structures, parce que lorsque vous voyez la fédération camerounaise, pour ne pas prendre, ou la fédération d'un certain nombre de pays africains et les fédérations européennes, vous constatez que l'organisation entre les deux structures est bien différente. Donc il y a un côté, ceux qui sont pros, qui l'appliquent et qui vivent pour cela, qui font les choses comme elles se doivent. Et puis il y a la complaisance de certains qui pensent que, qui viennent au football pour se remplir des poches et qui s'en foutent de l'honneur, du mal qu'ils peuvent faire à leur pays. Alors comment se fait-il que, comment appréciez-vous cette situation? On a en gros, des dirigeants qui sont des amateurs et qui veulent faire gagner à leur pays des résultats, des comportements d'amateurs, j'allais dire. Mais je pense que
vous-même, vous êtes mieux placé que moi pour comprendre ce que ce comportement veut simplement dire. C'est comme si vous demandiez à un aveugle de cueillir une mangue sur la branche d'un manguier, chose impossible parce qu'il ne peut pas voir. Mais si cet aveugle se sert de quelqu'un, s'appuie sur quelqu'un pour qui lui permettra de le faire, je pense qu'il arrivera. Et comme j'ai dit, je pense que les dirigeants, il faut que parfois ils se remettent en question et qu'ils aient l'honnêteté de pouvoir dire que là on a échoué et qu'on peut mieux faire. L'organisation, c'est pas quelque chose qui soit le plus dur à apprendre. Je pense que même nous qui sommes entraîneurs, lorsque nous passons dans les quartiers, que nous voyons un jeune éducateur mettre une séance en place, nous nous arrêtons, nous voyons ce que nous pouvons améliorer et ce que nous pouvons rajouter. Nous nous accaparons de ces choses parce que nous estimons qu'il y a un contenu qui est intéressant et qui peut servir aux hommes que nous sommes. Donc aujourd'hui, les comportements amateurs ne doivent pas s'éterniser. Les Occidentaux ont commencé amateurs avant de devenir professionnels. Donc, ils ont, bien avant nous, eu ce genre de comportement, mais ils ont compris qu'à un moment donné, ces comportements ne pouvaient pas faire avancer les choses. Ils ont opté pour une autre option, qui cette option s'est avérée payante. Ok. Alors, concernant justement les équipes africaines au Mondial 2018, on a vu que ces équipes n'étaient pas mauvaises, mais elles n'étaient pas forcément très bonnes et elles n'avaient pas des fers de lance, elles n'avaient pas de très grands joueurs qui pouvaient faire la différence. Oui, mais c'est sûr qu'il est important pour ces nations d'avoir des très grands joueurs parce que lorsque vous parliez du Cameroun à l'époque, vous aviez Samuel Eto'o qui était d'un niveau, au même niveau que les Messi ou les Deco. Vous aviez les Rigobertson, les Didier Okocha, les Sondé au lycée, et qui voyaient, et quand vous voyez, faisaient pratiquement jeu égal avec ces grandes nations du football et qui ont causé parfois des problèmes à ces grandes nations. Et je pense que j'ai l'impression que nous ne travaillons pas assez tactique. Parce que le football aussi est fait de tactique et c'est un domaine qui est assez important dans le football moderne. Parce que nous, entraîneurs africains, nous négligeons souvent cette option, sachant que c'est la tactique aussi qui fait du football ce qu'il est, parce que ça fait partie des placements, des mouvements. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important de pouvoir, dans nos équipes ou nos sélections, inculquer cette culture tactique à nos joueurs. Après, je pense que aujourd'hui, l'absence de ces grands joueurs qui font la différence dans nos sélections cause beaucoup de tort. Alors, on a pensé que bon, on avait subi les effets de l'arbitrage assisté par vidéo. C'est vrai que les équipes africaines ont subi quelques injustices, mais ça n'explique pas tout. C'est juste un petit bout. Le reste, eh bien, il faut regarder la vérité en face et s'organiser. D'ailleurs, nous avons pu entrer en contact avec le professeur Abdoulaye Saro du Sénégal, professeur de droit, certes, mais très impliqué dans tout ce qui est football. C'est d'ailleurs l'un des mentors du sélectionneur sénégalais, Aliou Cissé. Le professeur Sako a son avis sur la question. Eh bien, monsieur, vous avez tout à fait raison de souligner ce fait. Je crois que la plupart de nos équipes africaines qui étaient présentes, qui sont présentes durant cette phase finale de Coupe du Monde, sont quelquefois, sont dans un certain sens victimes de ce. Moi, je l'appelle péché mignon. Péché mignon parce que je crois qu'il y a un problème de concentration à la fin des matchs. Et cela ne date pas de maintenant. Il y a quelques années, on appelait cela de la naïveté. Mais aujourd'hui, je me demande si c'est de la naïveté ou c'est juste le fait que on ne joue pas totalement les 90 ou 95 minutes. Pour nous, une fois qu'on est au bord de la fin du match, à la limite, le match est fini. Donc, c'est un manque de professionnalisme, certainement. C'est peut-être pas de la naïveté, mais c'est plutôt un manque de professionnalisme, un manque de concentration. Et c'est un point sur lequel on devrait travailler. Mais pour être un peu plus objectif, parce que vous êtes en train de me poser des questions technico-tactiques, je ne suis pas très coach, mais pour être observateur, je me rends compte d'une chose. Pour expliquer dans un certain sens ce phénomène des buts que l'on prend à la dernière minute. J'ai comme l'impression que depuis quelques années, il nous manque en Afrique de très grands gardiens. Les Joseph Antoine Bell, Thomas Nkonou,
Badou Zaki, même au Sénégal, un certain Chersek, il en manque actuellement. Et c'est pas seulement ce qui manque, d'ailleurs, ce qui fait que les équipes africaines ont du mal aujourd'hui quand on rencontre dans des grandes compétitions ces équipes européennes. Il nous manque aussi un très grand avant-centre, des Samuel Eto'o, des Drogba, il en manque, et des El Hadji Diouf, il en manque. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la formation que l'on fait aujourd'hui dans nos pays, elle est plus destinée à l'exportation que pour les besoins de nos pays. On exporte beaucoup de joueurs qui sont très costauds, qui jouent en milieu de terrain souvent, défensifs ou des défenseurs centraux, mais on exporte de moins en moins, on a de moins en moins des joueurs de talent devant. Et ceux qui sont devant, ils n'ont pas été formés à la limite. Je peux dire la plupart d'entre eux, c'est plus du talent que de la formation. Or, quand vous prenez des joueurs de l'équipe de Belgique comme un De Bruyne, vous vous rendez compte que ça, c'est de la formation, c'est peut-être moins le talent. Alors, sur ce plan-là, il y a quelque chose à faire qui devrait aider les Africains dans le sens de pouvoir recentrer, revoir ce qui se passe au niveau de nos différents pays pour que nos championnats puissent au moins garder un peu de talent et ne pas juste travailler pour exporter des joueurs dont les équipes ont besoin. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, les grands championnats, quand ils ont besoin de joueurs de création, ils vont chercher ça en Amérique latine et en Espagne. Quand ils ont besoin de joueurs de devoir, c'est généralement les Africains et c'est pour cela qu'on retrouve là dans des N'Golo Kanté, des Idrissa Gana Gueye. Donc je crois qu'il y a quelque chose à faire de ce point de vue-là. Je me trompe peut-être, mais je crois qu'il y a quelque chose à faire en tout cas. Voilà ce que je voulais dire sur ce plan-là, qui pourrait expliquer que en fin de match, on n'a pas de grand gardien, on prend des buts. On n'a pas d'avant-centre, on ne prend pas de buts, on tient la dragée haute à ces équipes, mais vers la fin, on craque. Il y a quelque chose à faire de ce point de vue-là, et je crois que c'est à la CAF, à la Confédération africaine de football, de réfléchir sur cela pour que l'on puisse avoir du très beau spectacle ici, dans nos pays, et que l'on puisse avoir des championnats qui puissent tenir la dragée haute à des championnats qui produisent la Ligue des champions en Europe. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup au professeur Ablaye Sakho du Sénégal qui a dit des choses très intéressantes. J'espère que vous allez réagir dessus. Surtout que il y a des points de convergence avec vous. Oui, c'est comme nous disions tout à l'heure, cette absence de grands attaquants, cette absence de grands gardiens, qu'il faut aussi le souligner. C'est vrai qu'à une certaine époque, nous avions des gardiens comme Badou Zaki, le Marocain, Thomas Nkono, Antoine Bell, qui ont fait les beaux jours de certains clubs européens. Donc vous voyez très bien que les points sur lesquels dont nous avions discuté tout à l'heure ressortent en disant que la formation est un problème dans nos pays africains et que nous devons pallier à ce manquement en mieux nous organisant, en trouvant des solutions meilleures que celles qui sont proposées. Donc il faut réorganiser le football en Afrique. Oui, bon, dans certains pays, peut-être pas en repartant à zéro, mais il faut regarder vraiment les choses et aller dans le fond des choses. Il faut aller dans le fond des choses, et cela, c'est pas les sportifs qui le feront, c'est pas les présidents de clubs, ce sont les autorités. Et je pense que le ministère de la Jeunesse et des Sports a une grande responsabilité dans tout ce qui se fait, et associer à cela le ministère de l'Éducation nationale, parce qu'on ne peut pas parler de sport sans pourtant associer l'Éducation nationale. Donc je pense qu'il faudrait que les techniciens qui sont en charge de ce domaine puissent repenser, proposer des solutions au ministre qui, lui, se fera sûrement le devoir de pouvoir mettre en place cette politique sportive. Parce que la chance que nous avons, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a certaines choses qui doivent être mises au point pour éventuellement aider ceux qui sont en bas de mieux s'organiser, de mieux apporter des meilleurs contenus au public visé. Ok. Alors, notre émission va s'achever dans quelques minutes. Je voudrais vous faire réagir rapidement sur 2-3 points. Un, c'est cette histoire d'arbitrage assisté par la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est une bonne chose? Mais moi, je pense que c'est une bonne chose parce que lorsque nous véhiculons à nos jeunes des valeurs de justice, d'honnêteté, et que lorsque vous voyez des équipes se faire éliminer par un but qui n'a pas été, c'est quand même malhonnête. Mais ça ne fait pas l'unanimité, ça ne règle pas les problèmes quand même. Mais moi, je pense que... Vous êtes d'accord avec moi, je suis d'accord parce que lorsque ça nous sert, nous sommes contents, mais lorsque ça nous dessert, là, nous commentons et disons n'importe quoi. Donc, et en tant que sportif, on doit apprendre à accepter cela.
mais cela fait partie de l'évolution du football, parce que les gens qui mettent au point ces systèmes cherchent éventuellement des solutions pour ne pas que les uns et les autres soient frustrés. Mais comme nous savons, malgré cela, la nature trouve ses droits en disant que l'homme n'est pas parfait et que l'erreur reste un domaine de l'humain. Ok. Alors, je voudrais vous faire réagir aussi sur une situation, ça va être vraiment les derniers points de notre émission, c'est l'équipe nationale de France, les Bleus, avec cette forte coloration de joueurs d'origine africaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Surtout qu'il y a quelques années, quand l'entraîneur, le sélectionneur Laurent Blanc était là, il y avait un projet un peu bizarre qui devait consister à écarter les joueurs binationaux. Quel est votre avis aujourd'hui sur ces questions-là? Ben moi, je pense que c'est la volonté de certains individus qui veulent faire du mal à cette culture française. La France est faite de toutes ces personnes. Je dirais personnellement que le drapeau français ne porte pas qu'une seule couleur, il porte 3 couleurs. Et moi, je pense que c'est... On parle de black, blanc, beurre. Voilà, donc vous voyez très bien que l'équipe nationale et cette... et comment dirais-je, cette plateforme qui représente éventuellement... Vous voyez des joueurs, point. Moi, je vois des joueurs... vous savez, lorsque on parle des joueurs d'origine africaine, quand même, il faut savoir que ces joueurs sont nés en France. Ils n'ont qu'une seule nation, qui est la France. Peut-être que le fait que le papa appartienne à un pays africain ne fait pas de cet enfant... un Africain qui appartient au pays duquel vient son père. C'est un enfant qui a grandi avec toutes les valeurs de la République française. C'est un enfant qui a appris dans les écoles de la République. C'est un enfant qui s'est imprégné du modèle de la République. C'est un enfant qui a appris ce que c'est la République. C'est un enfant qui a l'amour de la France. Et c'est cet enfant qui... mais qui en même temps, ses racines en Afrique. Qui a même ses racines en Afrique. Mais nous savons très bien que lorsque, si... comme vous disiez, cette loi avait pris forme. Il aurait été difficile à ces joueurs de pouvoir... On ne les aurait pas vus. Voilà, c'est sûr que... Donc, moi, je pense que c'est la richesse de la France et que nous devons en être fiers de cette richesse que nous apportent ces personnes issues de la diversité culturelle ou d'autres pays. Je pense que... pour moi, c'est une grande richesse et aujourd'hui, ils le rendent bien. Soyons aussi, sachons reconnaître les choses. Aujourd'hui, la France, avec toute cette diversité de cultures, toutes ces personnes issues d'autres origines, honore considérablement les couleurs françaises. Et moi, lorsque je vois ces joueurs chantant la Marseillaise, cela implique encore leur engagement dans les valeurs de la République. Je pense que c'est quelque chose qui aide le football. Et pour terminer, ça c'est mon point de vue, je pense que la France est enviée et jalousée par d'autres nations occidentales qui voudraient éventuellement avoir des joueurs de ce talent. Parce qu'aujourd'hui, les joueurs de ce talent ce n'est plus seulement au Brésil qu'on les trouve, mais c'est en France ou en Afrique. En Afrique. Et la France n'est pas le seul pays, parce qu'il y a aussi l'Allemagne qui... la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre. Voilà, nous savions très bien qu'à une certaine époque, les Allemands ne permettaient pas à certains joueurs africains de pouvoir jouer en sélection nationale, mais ils ont trouvé qu'il était normal de pouvoir le faire. Nous avons en sélection nationale Ozil qui est d'origine turque, Boateng d'origine ghanéenne, il y a bien d'autres encore. Donc Khedira, d'origine tunisienne, si je ne me trompe pas. Et ces joueurs ont contribué énormément à faire briller ces pays au plan international. Donc, pour moi, c'est un débat qui n'a pas lieu, si ce n'est que pour alimenter certaines conversations de certaines politiques qui sont habitées par d'autres intentions. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Venceslas Moussavou. Il faut le rappeler, Monsieur Venceslas Moussavou est un jeune entraîneur gabonais, africain, et il a pour ambition de devenir un jour sélectionneur. En tout cas, c'est tout le mal que nous vous souhaitons. Nous espérons vous retrouver effectivement, après un certain nombre d'années, après votre parcours, comme vous l'avez décrit, eh bien, nous espérons vous retrouver un jour à la tête d'une sélection, même si ce n'est pas la
sélection des Panthères, eh bien, ça peut être au niveau de la tête de la sélection d'un autre pays africain, et pourquoi pas, c'est des choses qui devraient de plus en plus arriver. Merci encore, nous vous souhaitons bonne chance. Merci beaucoup aussi à vous qui avez décidé de rester en notre compagnie pour suivre cette émission qui avait comme invité M. Wenceslas Moussavou. Et nous nous retrouverons très bientôt pour un autre numéro de cette émission que vous avez commencé à bien apprécier, le Talk. Au revoir.